J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans le compte de votre émission Débat 24+, une nouvelle aventure au cours d'une nouvelle semaine qui commence. Merci aux amis qui nous écrivent sur YouTube, sur Facebook, merci de votre fidélité et les amis qui nous appellent. Merci. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Joseph Mbenza, voilà. Il est cadre de l'UDPS, politologue des formations, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci monsieur le journaliste, monsieur Henri. Je suis vraiment très heureux de me retrouver dans cette belle chaîne. Merci. Je suis très étonné que ça existe. C'est la première fois que je découvre. Ouais. En tout cas, je suis très heureux. C'est à moi de vous remercier. Et tous ceux qui vont nous suivre quand nous allons partager des analyses en ce qui concerne notre pays et notre destin à tous. Vous êtes un homme très pertinent dans les cadres des analyses. J'ai eu la chance, l'honneur de vous rencontrer sur un plateau de Siloé TV, Info de Week-end avec Eli. Ouais. Voilà, c'est fait une très bonne aventure. Merci beaucoup. Voilà. Même vous avez aussi vous avez failli m'abattre sur le plateau, mais heureusement j'ai résisté à la pertinence de vos analyses. Merci. Mesdames et messieurs, on va aujourd'hui débattre de la question électorale, mais aussi passer en revue les discours du chef de l'État à la 78e Assemblée Générale de Nations Unies à New York. Et la première question de cet entretien est celle de savoir, est-ce qu'il s'agit d'un discours bilan de Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies? Je vais y répondre. Est-ce que vous me permettez de lancer un mot sur le parti? Alors, j'aimerais seulement dire merci au secrétaire général Augustin Kabouya, qui est en train de conduire à la destinée de notre le seul grand parti que le Congo connaît, et informer aux amis de Mongafula, parce que hier on a fait une descente là-bas avec le joker de la République, M. Socrates Mobengai. Il a tenu que je remercie toute la population de Mongafula, précisément dans le quartier Bianda, dans la cellule d'antenne, de l'UDPS. En tout cas, les gens sont venus très nombreux. Il a tenu à le remercier, à dire aussi à ces deux gens de ASEM, qui est son association, qui porte son nom. Après les descentes de cellules de l'UDPS, viendra le tour de son association, parce que les gens l'attendent. Et ce monsieur, c'est le choix idéal pour notre parti, pour la circonscription de Mongafula à la députation provinciale. Merci beaucoup. Merci. Revenons à la question. Ouais. Est-ce que c'est un discours bilan pour le chef de l'État? Alors, il y a beaucoup de pays dans le monde dont le mandat est de 5 ans, qui font le même exercice. Bon, il y en a ceux qui sont présidents à vie, mais le bilan du président de la République ne se fait pas à New York. Se fera ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Je crois que c'est prévu dans le programme que le président présentera le bilan de son quinquennat depuis qu'il a pris le pouvoir et jusqu'à la fin de son premier mandat. Très bien. Donc il faut préciser. Alors, ce qu'il a dit entre dans le cadre de redevabilité, parce que là, nous sommes dans un cadre multilatéral où chaque chef d'État de pays, comme État des pays membres,
des États partis viennent rendre compte de ce qui a été fait dans leur pays et de questions d'actualité du monde. Je crois que le président a réussi son coup. J'ai suivi dans beaucoup de médias. Les gens l'ont félicité parce qu'il a été à la hauteur de sa communication avec un ton rassurant et martial face aux enjeux sécuritaires, climatiques et politiques à l'interne comme à l'externe. Donc, bravo au chef de l'État pour la réussite de cette activité diplomatique au niveau des Nations Unies à New York. Et nous les félicitons, nous, en tant que UDPS, et tous les Congolais dans son ensemble. Très bien. On va prendre cet élément que nous propose Jean-Luc Tshibangou sur l'adresse du chef de l'État, les condensés, fait de façon générale, et puis on revient sur ces plateaux. Merci. Félix Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son discours, a souligné que l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et ses concitoyens. Il a indiqué que des discussions sont en cours à ces sujets pour que ce retrait progressif débute en décembre 2023 et qu'il est temps pour la RDC de prendre pleinement son destin en main et de devenir les principaux acteurs de sa propre stabilité. Le président de la République a déploré que les missions de maintien de la paix, déplorées sous une forme ou une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent les pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Tout en saluant les sanctions prises par les États-Unis contre le Rwanda pour son soutien aux terroristes du M23, le président Tshisekedi a réitéré la demande de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner tous les auteurs des crimes graves commis sur le territoire congolais. Pour lui, il est injuste et inadmissible que ces personnes citées dans les différents rapports des experts de l'ONU restent impunies dans le silence total des Nations Unies. Le chef de l'État a également rappelé que le dialogue ne sera jamais accordé au M23 qui refuse toujours de respecter les engagements conclus par le chef d'État de la région dans le cadre du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Bangou, merci à Jocelyn Pouy pour cette synthèse. Je reviens sur ce plateau avec M. Joseph Mbenza, le chef de l'État, affirme, au-delà de déplorer ces calamités naturelles, l'actuelle session de l'Assemblée générale des Nations Unies se tient à une période exceptionnelle de notre histoire où le monde est confronté à des situations graves qui menacent l'existence même de la nature humaine. Est-ce que la situation actuelle du monde avec la guerre en Russie, en Ukraine, la guerre au Sahel, au Soudan, est-ce que ça rend l'ONU impuissante? Ça, c'est une question pertinente. Voilà l'occasion de décrypter le message du chef de l'État. Parce que pour faire une analyse d'un discours, il y a toute une formation en méthodologie en sciences politiques. Alors, tout le monde n'est pas analyste politique. Tout à fait. Mais malheureusement, les gens se vautrent dans cette activité, bien qu'ils ne soient pas formés pour ça. Il y a des dits et des non-dits dans tout discours politique. Ici, en tant qu'analyste politique, je relève un fait. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle le système dominant. Les systèmes dominants, c'est des groupes, des individus qui sont minoritaires, mais qui détiennent 80% de l'économie mondiale. Ils ont des moyens illimités et ils ont le moyen de nuire aussi. Alors, ce sont eux, un groupe de familles occidentales. Il y a des Rockefeller, de Rothschild, il y a JP Morgan, il y a les Windsor. Alors, c'est eux qui détiennent la plupart des multinationales, qui sont des bailleurs de fonds du système des Nations Unies. C'est eux qui dictent leur politique, leur volonté à des États tiers, à des États partis. C'est pour cela que vous remarquerez, dans le monde entier, il ne sera jamais question pour eux qu'il n'y ait pas guerre. Parce que quand il n'y a pas de guerre, les industries d'armement à l'Occident ne vont pas fonctionner. Ouais. Or, aujourd'hui, ces industries vaut des milliards et des centaines de milliards de dollars. Il vous souviendra même à la guerre de l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique ont imposé, dans le cadre de l'OTAN, qu'on prélève 2% du PIB de chaque État membre de l'OTAN pour financer les industries
d'armement aux États-Unis, à l'occurrence Boeing et autres. Et ces États ont accepté. Donc, c'est-à-dire, dans le monde d'aujourd'hui, s'il n'y a pas guerre, les industries d'armement aux États-Unis ne vont pas fonctionner. Or, si vous remarquez, pendant que M. Trump est arrivé au pouvoir, il a évité des guerres, mais quand M. Biden est arrivé, il a réactivé les industries d'armement américains. Vous voyez? Alors, ça va dans le contexte aussi africain que nous ne pouvons pas y échapper. Quand ils vous créent de guerre, et leur économie devient instable parce qu'ils vendent des armes. Alors, c'est pour cela, même si le président ne l'a pas dit explicitement, mais cela, ça veut dire, c'est ce que je suis en train de dire. Tout à fait. Il faut créer des tensions, des tensions, il faut créer des guerres, quelles que soient les pertes, et ils s'en foutent. Mais le plus important, que les industries militaires puissent fonctionner. Alors, dans cet aspect des choses, l'ONU est impuissant à l'égard de cet aspect de choses, parce que l'argent qui finance ces organisations internationales vient d'eux. À l'occurrence, la MONUSCO, ici en République démocratique du Congo. Les États-Unis et le Japon sont de plus grands contribuables par rapport aux autres États. Donc, ce qui revient à dire, c'est pour cela, vous verrez même, à maintes reprises, même l'ancien président Joseph Kabila voulait que la MONUSCO parte, mais ils ne sont jamais partis. Parce que les bailleurs de fonds qui sont derrière ces organisations internationales sont des multinationales. Et chaque multinationale a une zone d'influence particulière par rapport à leurs intérêts, à l'occurrence l'est du pays, où ils sont en train de pomper des minerais et extraire nos matières premières au détriment de populations locales, quel que soit le nombre de morts. C'est pour cela aujourd'hui le président hausse le ton qui parle de 10 millions de morts, mais ça n'émet personne et personne ne condamne. Parce qu'ils sont faibles face à cette réalité. Parce qu'ils connaissent ceux qui sont derrière les guerres et certains États n'oseraient même pas aller à contre-courant de la volonté de ces gens-là, de peur que ces présidents puissent avoir des problèmes. C'est pour cela, vous verrez même, ils ont conditionné des présidents africains à condamner la Russie par rapport à l'invasion russe en Ukraine. Mais ici, en République démocratique du Congo, la guerre qui nous livre le Rwanda, il n'y a pas de condamnation. C'est à peine que les États-Unis haussent le ton pour commencer avec le début de sanctions. Vous savez pourquoi? Parce que M. Kagame l'a dit. Les États-Unis ont préféré les minéraux que les valeurs africaines. C'est une déclaration qu'il a faite. Donc, c'est ce qui revient à dire, ces États-là, eux, ce sont des intérêts. Parce qu'en politique, en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts. Mais, à quel prix? Combien de morts il faut qu'on déplore encore en République démocratique du Congo? Voilà. C'est pour cela le président dit, cela menace même notre existence pour nous tous. Mais les États-Unis, les Nations Unies plutôt, sont impuissantes face à certaines réalités. Voilà. Très bien. Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser les programmes 2030 et les objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. C'est ça les thèmes centraux de la 78e session générale de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, est-ce que l'ONU inspire aujourd'hui confiance? Parce que Tshisekedi revient sur un aspect de la solidarité. Est-ce que la RDC se sent non solidaire face à la situation de l'Est avec le Rwanda? Mais le président a tapé juste. Même pour atteindre les objectifs du développement durable. Mais il faut la stabilité, la sécurité, la paix. Sans cet aspect des choses, nous n'atteindrons jamais cela. Il faut donner de l'éducation, il faut donner de la santé, il faut donner de l'eau, parce que tous ces aspects entrent dans des indices de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement le plus net. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre chose. Les guerres se multiplient sur l'échelle mondiale, à telle enseigne qu'il est impossible en 2030
d'atteindre ces objectifs. Parce que le ZLECAf, la zone de libre-échange africain, projette pour 2064. Et une très bonne opportunité pour l'Afrique. Une très bonne... Mais les contingences sur le terrain montrent qu'il est très difficile d'atteindre ces objectifs. C'est pour cela que le président en appelle à la solidarité, parce qu'il y a des États membres qui sont défavorisés par rapport aux autres États. Tenez par exemple, quand la Russie a envahi l'Ukraine, tous ces États puissants sont venus soutenir l'Ukraine. Mais ici, en République démocratique du Congo, pas aucune mobilisation. On a beau crier, mais ils sont restés indifférents et impuissants volontairement à cause des enjeux que je vous ai épinglés en amont, parce que au-delà de tout, il y a des puissances qui tiennent le monde, des multinationales. Aujourd'hui, dans le monde, les multinationales sont devenues plus puissantes que certains États. Parce que, souffrez que j'apporte l'eau au moulin, nous connaissons le multinational et leur nationalité. Leur nationalité. Pourquoi ne pas faire, c'est pas moi, une plainte avec les justices internationales, mutatis mutandis, in tuto personae, à l'égard de ces personnes? Mais ces gens-là, ils ne viennent jamais à visage découvert. Ils ont des ramifications. Il vous souviendra même que lors de la campagne électorale aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump dira clairement que la fondation Clinton, c'est une organisation criminelle qui crée des guerres partout. Vous voyez? Une déclaration qui a bousé. Oui, ce sont des réalités sur le terrain. Donc, ces multinationales existent, mais vous ne les verrez jamais venir à visage découvert. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des groupes armés qu'ils financent via certains réseaux. Et parmi les réseaux, malheureusement, il y a la MONUSCO, que les populations de l'Est ont vu de leurs yeux l'activisme de la MONUSCO en défaveur de populations locales. C'est ce qui a exacerbé cette volonté de se débarrasser de la MONUSCO, parce que la MONUSCO est devenue le bras séculier pour entretenir l'insécurité à l'Est du pays. Or, pendant 25 ans, leur mission, c'est quoi? C'est le maintien de la paix. Ou l'observation de... Mais ils sont venus observer des tueries. Et certaines informations qui nous arrivent et qui restent impuissants face à certaines réalités. Alors, à quoi sert leur présence? Vous savez, l'histoire nous renseigne qu'en Angola, ils ont connu le même problème, 27 ans de guerre. Mais quand le gouvernement angolais a pris la décision de mettre fin à leur présence, les choses ont radicalement changé en Angola. Moi, je crois que le gouvernement congolais doit aller dans cet aspect de choses, parce que avec la formation de nouvelles unités de forces spéciales, c'est pour cela que le président dit nous sommes capables aujourd'hui de prendre notre destin sécurité en main, parce que il sait maintenant qu'avec les réalités de notre armée qui est en train d'être transformée, de monter en puissance, nous sommes capables d'assurer notre sécurité. Mais que voyons-nous? Quel est le discours que nous attendons de l'autre côté? Parce que le 1er septembre, le gouvernement congolais a écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est là où se décident les décisions. Tenez, mais il y a même certains pays africains que je loue, même la RDC. Au niveau du Conseil de sécurité, nous ne sommes pas là. Mais cette question, cette demande du chef de l'État, elle a été déjà faite par l'Union africaine. Et à l'époque, je me rappelle que les États-Unis, la France et la Chine se sont opposés. Mais c'est ça le problème. Comment un continent de 1,3 milliard d'habitants puisse pas avoir une voix au Conseil de sécurité avec les réalités politiques mondiales d'aujourd'hui? Tenez, avant les indépendances, quand ces gens-là nous ont colonisés, l'Europe n'avait que 400 millions d'habitants sur 180 millions d'habitants en Afrique. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'Europe est restée statique par rapport à la démographie, mais l'Afrique est allée au-delà d'1,3 milliard. Et puis vous voulez continuer à nous mater, à nous soumettre à vos dictats. Ça ne passe plus, ces discours-là. Donc les choses doivent changer. Je crois que c'est le discours développé par l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui estime qu'il y a une sorte d'une nouvelle donne
sur la communauté internationale, une sorte de la refondation de la Charte des Nations Unies. C'est ça même la demande du chef de l'État. Mais je voudrais revenir sur un aspect aussi important lorsque le chef de l'État affirme dans son discours le peuple africain ne comprenne pas souvent l'attitude équivoque, la politique des deux poids et des mesures, les ambiguïtés à termoiement de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires graves qui sévissent en Afrique parfois depuis plusieurs décennies. Est-ce que ici, Félix Tshisekedi gifle en plein figure les Conseils de sécurité des Nations Unies? Le président, c'est le côté panafricain du président de la République. Certains ont dit même que il a représenté valablement comme un président d'un continent. On a l'impression d'assister au discours. Mais le Congo a une vocation de puissance et de grandeur. Je reprends, le Congo, la République démocratique du Congo. Il vous souviendra, même le président Joe Biden dira au président Félix, mais messieurs, prenez votre destin en main parce que c'est vous qui êtes la gâchette du développement de l'Afrique. Et le président s'est revêtu de ce manteau-là. Et même Macron l'a dit, dotez-vous d'une armée forte. C'est ça qu'il est en train de faire. Et il a dit clairement, c'est là, c'est incompréhensible que l'Afrique aujourd'hui devient le ventre mou de l'insécurité. Parce que quand il a traité de ce dossier, il n'a pas dit clairement, mais ça a commencé par la Libye. Ouais. Tous ici se sont opposés à l'invasion de la Libye parce que les conséquences sont aujourd'hui vécues même en Afrique centrale. Parce que vous avez ouvert la porte au terrorisme. Mais regardez le débâcle en Libye de la communauté internationale. C'est ce qui crée aujourd'hui tous ces groupes armés de mouvements terroristes dans l'Afrique sahélienne, même au niveau au sud. C'est compliqué. C'est ça l'indifférence de la communauté internationale. Vous créez des situations quand ça devient incontrôlable et c'est l'Afrique qui en paye le prix. Même sur le plan climatique, même sur le plan de la sécurité, nous ne subissons que les conséquences de leur indifférence et de leur injustice ici en Afrique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre organisation de l'unité africaine est dépassée. Je dirais même si on a refondé, mais ce n'est pas efficace. Même au niveau interne, nous ne savons même pas condamner. Combien de pays africains qui ont condamné le Rwanda ouvertement, à part aujourd'hui le président burundais Ndayishimiye, qui hausse le ton. Et il y a certains pays africains qui commencent à hausser le ton. À peine. Mais nous sommes incapables nous-mêmes de gérer nos problèmes. Il faut que ces gens-là viennent. C'est pour cela qu'il y a une génération de présidents africains qui voient les choses autrement. Et il faut ici féliciter aussi la jeunesse africaine qui, aujourd'hui, éveillée aux aguets, même si les politiques, nous ne parvenons pas, mais eux haussent le ton pour dire ça n'est fini de cette injustice de la communauté internationale à l'égard des pays africains. Là, je salue le président de la République qui a levé le ton pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo par rapport à ces injustices. C'est inconcevable. Tout se décide sans nous et nous ne subissons que le dictat de ces gens-là. Mais Soufré, le chef de l'État fait quand même une forte révélation lorsqu'il estime que le retrait de la MONUSCO est une nécessité pour consolider la paix. Oui. Mais est-ce que doit-on aussi dire qu'avec les récentes activités, les récentes marches à l'Est, ça a été un coup de pouce pour que le chef de l'État hausse les tons? Mais en tant que président, mais il est président pour tous les Congolais. Il a joué à l'arbitrage. Il est le président d'abord de Congolais. Confrontant la MONUSCO et la population. Oui, il est d'abord le président de Congolais, de Goma, de Kiwanja et de partout. Aujourd'hui, même si on demandait aux gens à Kinshasa de marcher contre la MONUSCO, je crois que tout le monde, nous tous, nous serons dans la rue. Là, il ne s'agit pas de couleur politique. Écoutez, disons-le les choses comme ça. Qu'est-ce que la MONUSCO a apporté en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, il justifie en dehors de la sécurité, nous construisons des ponts. Vous n'êtes pas venus pour ça. Laissez-nous sans pont, mais donnez-nous la paix. C'est le plus important. On doit aussi dire que la MONUSCO a été un bras important pour l'acheminement des outils pour les élections, des points réquilés. Ça, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais vous n'êtes pas venus pour ça.
Si nous avons la paix... Mais on le sait que la MONUSCO est comme au plan B et que le plan A de la J'en arriverai. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Si 25 ans il y avait la paix, on serait en train de construire toutes les routes à l'est du pays et on sera en train de développer nos territoires. Alors, le chef de l'État, tenez la MONUSCO, nous sommes liés par les accords de siège. Ouais. Parce que nous sommes dans la notion des organisations internationales. Il y a un accord de siège qui confère à la MONUSCO le droit d'œuvrer en République démocratique du Congo et ils sont porteurs des immunités. Très bien. Parce qu'ils sont dans cette catégorie des privilégiés. Mais leur agir sur le terrain a démontré à suffisance que ces gens étaient venus pour autre chose. Il y en a ceux qui se sont vautrés dans l'exploitation des minéraux. Il y en a même ceux-là qu'on a arrêtés avec des tenues militaires. Il y en a ceux-là que les populations de l'Est ont vu leur inactivité par rapport. Vous imaginez qu'on tue les gens là où la MONUSCO est positionnée. Non loin, c'est inacceptable. On a vu même les agents de la MONUSCO tirer sur des populations civiles. Il n'y a pas longtemps, dans la barrière vers, je crois, l'Ituri, ou bien, je crois, le Nord Kivu. C'est inacceptable tout ça. Alors, c'est ce qui fait que la population monte au créneau et le président a écouté. Est-ce que sommes-nous prêts aujourd'hui de prendre notre destin en main sur le plan sécuritaire? Parce que on sait qu'on a une armée infiltrée, le chef de l'État l'a toujours dénoncé. Est-ce que sommes-nous prêts? Aujourd'hui, le paradigme a changé. Vous savez, tous ceux qui connaissent, qui ont la notion de la géostratégie, ou bien de la géopolitique, ou bien de la géographie politique, savent. C'est ce qui a été le rêve de M. Mobutu. Quand l'aventure malheureuse de l'AFDEL a commencé, tous ceux qui sont dans l'appareil sécuritaire ont dit au maréchal Mobutu, l'armée n'est pas prête, négocions pour donner du temps à l'armée de s'équiper et de se réformer. Les politiques ont dit à Mobutu, non, pas question. Mais M. Félix Tshisekedi, ayant compris cela, il avait opté beaucoup plus pour l'aspect diplomatique, pour un seul but, de freiner l'avancée des ennemis rwandais, muets en M23, pour se donner du temps d'équiper l'armée. C'est pour cela, tous les géostratèges le félicitent, parce que ça donnait du temps, une brèche. Peut-être les gens s'est posé la question pourquoi Bunagana n'est pas récupéré une partie de Rutshuru et de Massissi, mais il fallait prendre le temps de former l'armée. La colonne vertébrale d'une nation, c'est son armée. L'armée est-elle prête? Aujourd'hui, je peux l'affirmer très haut parce que la seule personne qui a le tableau de bord de notre armée, c'est le président de la République. S'il hausse le ton, et ça a été relayé par le VPM des Affaires étrangères, même de la Défense, c'est qu'aujourd'hui, notre armée est prête. Pourquoi aujourd'hui, ces criminels s'agitent? Parce qu'ils le savent. Tenez, monsieur le journaliste, en moins de temps, la République démocratique du Congo a mis en place une loi de programmation militaire qui équivaut à 1,6 milliard de dollars. C'est pour la première fois. Et pour la première fois, le gouvernement congolais a mis en place la politique de la défense. Bravo, commandant suprême. Le gouvernement congolais a réactivé l'école de guerre ici à Lausanne. Tous les centres de formation, les militaires sont formés et une très bonne formation et un équipement adéquat. Aujourd'hui, on peut le dire sans être contredit que notre armée est prête avec des militaires loyaux, congolais de père et de mère. Ça, je souligne et je m'appelle parce que on a eu une expérience malheureuse de l'AFDEL. En 1967, c'était la chute du grand Congo, du grand Zaïre de l'époque. L'AFDEL est venu vider la subsistance d'un État. L'AFDEL est venu ouvrir une brèche qui a fait aujourd'hui 10 millions de morts. Ouais. Tenez, en 2008, 2009, 2013, il y a eu brassage de notre armée. Si vous voulez affaiblir une nation, touchez à son armée. Et cela a été fait au profit du Rwanda, s'il vous plaît. Je me souviens en 2013,
Monsieur Aldo Ayelo dira à monsieur Raymond Chibanda, à la délégation congolaise de l'époque, de dire à monsieur Joseph Kabila, au sein de notre armée, il y a des noms, par exemple, un certain Bouteboutsi, et les autres, c'était des sergents dans l'armée rwandaise et des criminels de renom. De dire à M. Joseph Kabila qu'il devait extirper de l'armée tous ces gens-là. Mais ils ont fait fi, ils n'ont pipé mot. Comment expliquer? James Kabarebe, Rwandais de son état, se retrouve chef d'état-major général au sommet de l'état. Et c'est en ce moment-là, et il vous souviendra des valeureux officiers de l'armée zaïroise de l'époque qui ont étudié dans des grandes académies dans le monde sont morts à Kitona. Beaucoup de gens l'oublient. Ils sont morts, certains empoisonnés, malades, certains sont partis en exil. Qu'est-ce qui est resté? Comment expliquer dans une armée? Vous avez des gens qui n'ont pas été formés, mais qui dirigent des opérations sur le terrain. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Très bien. Bravo, chef de l'État, et bravo à tous les Congolais de partout. Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24 à plus. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Joseph Mbenza. Il est au cadre du parti politique UDPS, mais aussi politologue de formation. Nous abordons la problématique du discours du chef de l'État à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Et notre thématique est Tshisekedi a-t-il mis les doigts dans la plaie? Nous avançons petitement. À votre avis, pourquoi les sanctions tardent à venir à l'égard de tous ces criminels, ces complices que le chef de l'État a dénoncés? Et pourtant, nous sommes avec ces criminels dans certaines organisations régionales, sous-régionales. Pourquoi les sanctions, à votre avis, tardent-elles à venir? Vous avez raison que les sanctions ont tardé parce que ça commence à tomber. Les États-Unis ont suspendu l'aide militaire au Rwanda. C'est par rapport à l'enrôlement des enfants dans l'armée. Ça, je vous dis, c'est un aspect de choses. Mais ces enfants dans l'armée qui viennent combattre où? En République démocratique du Congo. Le président de la République pendant 3 ans, il a porté la voix de la RDC. Partout dans toutes les organisations internationales et organismes. Certains ont dit qu'il voyageait pour rien, il était en villégiature, mais non! La diplomatie de la RDC a été détruite, défenestrée pendant une vingtaine d'années. Il vous souviendra même dans certaines organisations internationales, c'était des non-congolais qui siégeaient à notre place. Ça, c'est une vérité. Et c'était entre guillemets des Congolais sous l'étiquette de Banyamulenge qui portait la voix de la RDC. Comment voulez-vous être entendu? Mais aujourd'hui, le chef de l'État s'est levé comme le premier des diplomates. Et là, je salue la ténacité du VPM, le Tundula, un digne fils de ce pays. Ils ont porté la voix de la RDC partout. Et la diplomatie parlementaire aussi a été efficace pour changer le narratif sur la RDC. Pour changer les discours, pour dire à la communauté internationale, vous êtes restés indifférents, voilà 10 millions de morts. C'est pour cela que le président de la République a mis l'humanité tout entière devant ses responsabilités par rapport au génocide. Ouais. Ce n'était pas un fait anodin. Les génocides pour des intérêts économiques. Mais oui! Aujourd'hui, le monde commence à changer. Même au niveau du Parlement européen, on commence à parler de la RDC. De ce qui se passe. Parce que il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont apporté le discours. Aujourd'hui, tardivement, oui, mais ça commence petit à petit à tomber. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, sur le plan des affaires, tout l'or qui sortait de l'Est du pays était stampé Rwanda et... Ouais. Mais le président de la République a pris son bâton de pèlerin. Des premiers diplomates, il est allé au Qatar. Il a parlé avec l'émir du Qatar. Il a dit, messieurs, venez. Ça, c'est le fruit de la diplomatie. Aujourd'hui, on a Primera Gold, SA. Ouais. Aujourd'hui, le Rwanda ne peut plus exporter de l'or de la RDC. Vous voyez, même l'Ouganda, ils sont bloqués. Voyez-vous ce qui est en train... Donc, le paradigme, le narratif est en train de changer parce que la diplomatie est agissante à la hauteur de la RDC. Très bien. Aujourd'hui, on n'a plus cette mesure de restriction d'achat d'armes. C'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, le Rwanda trembler. Vous voyez? Okay. Donc, la diplomatie paye aujourd'hui.
À la 14e minute, M. Joseph Mbenza, encore en 6e seconde, le chef de l'État est applaudi par la plénière de l'Assemblée générale. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il déclare ceci, que les dialogues tant recherchés par le 23, ils n'auront pas ces dialogues-là. C'est quand même un aspect de choses qui est beaucoup plus critiqué par certains politologues qui estiment que Joe Biden était à la tribune des Nations Unies. Il a dit ceci concernant la Russie, que la Russie est le seul obstacle par rapport au dialogue. Donc on pense que la voie du dialogue, c'est une voie préférentielle selon le compromis des Nations Unies. En sciences politiques, il y a la géopolitique. Dans la géopolitique, il y a des acteurs. Parce que ce qui constitue la politique, ce sont des acteurs. Tout à fait. Même dans la géopolitique mondiale, ce sont des acteurs. Le problème de la RDC, le président l'a si bien dit avant qu'il monte à la tribune, que nous n'avons pas discuté avec le M23. Notre problème, c'est le Rwanda qui utilise une partie de son armée pour nous envahir et que ces gens se prévaudraient d'être des Congolais. Mais en réalité, nous tous, nous le savons que ce ne sont pas des Congolais. Alors, pourquoi discuter avec une partie, une branche de l'armée rwandaise? Venez discuter directement. Tenez, on a discuté avec le Rwanda. Que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda. Il y a deux feuilles de route qu'on a mises ensemble pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Et M. Kagame, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, avait apposé sa signature. Parce que c'est lui le patron, le chef du M23. Le président de la République avait bien ciblé l'acteur majeur de la crise. C'est ça la beauté de la compréhension de notre président. Très bien. Mais c'était une erreur qui a été commise en 2013. Même M. Obasanjo l'a dit à M. Raymond Tshibanda. Vous apposez votre signature dans ces documents, vous aurez des problèmes dans les années à venir. Sans le savoir aujourd'hui, non, il le savait, M. Tshibanda, c'est bombé la torse pour dire je sais ce que je fais. Et qu'est-ce qu'il en est suivi? Donc c'est pour dire, nous, tout Congolais, de tout bord, doit soutenir cet aspect des choses. Vous savez, la conséquence c'est quoi? Il n'y aura plus mixage, ni brassage au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le chèque de Kagame. Il n'a pas pu obtenir le mixage et le brassage de notre armée. Très bien. Tenez, nous avons, pour terminer, nous avons à peu près, selon les estimations, 25 000 soldats rwandais incorporés dans notre armée par ces procédés-là. Le chef de l'État aborde une autre question très attendue, c'est la question électorale. Il confirme qu'il y aura élection le 23 décembre 2023. La CENI a fait son travail, a convoqué l'électorat pour les trois niveaux. Est-ce que les contraintes sont-elles épluchées? Contraintes financières, contraintes sécuritaires? Là, je ne suis pas payé pour la CENI. Mais parce qu'elle s'est plainte à un moment donné. Nous, au niveau d'abord de l'IDPS, là, tu salues la clairvoyance, la capacité managériale de notre secrétaire général, Augustin Kabouya. Et je salue le travail abattu par la commission électorale permanente du parti, chapeauté par le conseiller principal, Jacques Menchabani. Nous étions déjà prêts depuis longtemps, nous nous préparons. Le problème de la CENI n'est pas lié à l'IDPS. Mais tenez, on sait que je sache, selon les dernières informations, la CENI, il lui reste à peu près 2 mois pour organiser les élections. Et que le gouvernement congolais doit débourser entre 120 et 60 millions de dollars. Selon les informations, à moins que je me trompe. Vous êtes prêts pour aller aux élections? Nous, l'IDPS, nous sommes prêts. Pour obtenir le même résultat qu'en 2018, les résultats qui dénoncent aujourd'hui qu'on est Nanga, qui a eu des accords. Est-ce que ce monsieur, c'est un monsieur sérieux? Non, il est sérieux, il dénonce. Ce monsieur, c'est un monsieur le moins sérieux de toute la République. Non, mais pourquoi ceux qui dénoncent, vous le prenez pour le moins sérieux? Jean-Marc Kaboul qui dénonce. Le dit de monsieur Corneille Nanga sur une chaîne de la place de vos confrères de Télé 50 établit clairement que monsieur Nanga a dit expressis verbis que après la proclamation de résultats, il y a eu un accord politique parce qu'il y avait un président qui a gagné
la présidence et l'autre camp a gagné. Et qui avait la majorité. La majorité, c'était un accord politique de gouvernance. Mais aujourd'hui, il se rebiffe. Est-ce qu'on peut prendre ces messieurs au sérieux? Non, mais il se rétracte parce qu'il a la possibilité. Comment il peut se rétracter? Ouais. Deuxième chose, réfléchissons par absurde. Colonel Nanga, kabiliste. Luamba, kabiliste. Vous comprenez? La CENI. Et on proclame quelqu'un qui est de l'IDPS, qui n'a pas organisé des élections. Quelle est l'explication logique? C'est-à-dire, vous avez des institutions entre vos mains, mais vous publiez quelqu'un qui n'est pas de votre bord politique, de votre camp, comme président de la République. Alors, cela revient à dire que c'est Félix qui les avait contraints, qui les avait forcés. C'est illogique, monsieur. Je réponds. Mais il affirme être politique, témoin auteur de ces... Non, je dis cet accord. Je dis comment il peut se rebiffer. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Un homme politique reste droit dans ses dires. Quand tu dis et tu te dédies, c'est-à-dire tu es un moins sérieux. Très bien. Où est la vérité? Je reprends pour le Congolais qui veut le savoir. C'est-à-dire, la CENI était contrôlée par M. Kabila, la Cour constitutionnelle par M. Kabila, et on programme Félix. Donc c'est Félix qui dirigeait le pays depuis que Kabila était au pouvoir. Merci. Merci, M. Joseph Mbenza. Ça va être à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour votre participation active. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.